Vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire de cet après-midi. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC francophone et je serai en charge de présenter, d'introduire ce webinaire et ensuite de modérer les questions-réponses à la fin de la session. Alors, avant de commencer, laissez-moi, s'il vous plaît, vous présenter quelques points logistiques. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous nous entendez bien, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Alors, comme vous pouvez voir, cette boîte, dans le panel de contrôle, vous servira également à poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Ok, vous m'entendez bien. Je veux aussi préciser que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, pour présenter un petit peu le panel d'aujourd'hui, la présentation sera effectuée par deux personnes de chez MSC, notre directrice Elisabeth Berthe et Bokar Anne, consultant chez MSC, Microsoft Consulting. Et nous serons accompagnés, nous sommes ravis d'être accompagnés par Pape Dieye, qui est cofondateur de l'association sénégalaise des fintech et des startups, et qui sera là pour nous donner sa vision et son expérience de l'écosystème des fintech au Sénégal. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a parmi vous plusieurs personnes qui ne nous connaissent pas, donc permettez-moi de vous présenter MSC en quelques mots. Alors, Microsoft Consulting, MSC, nous sommes une société de conseil internationale qui est spécialisée dans les questions d'inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec des clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Et aujourd'hui, on travaille avec différents acteurs, que ce soit des gouvernements, des banques, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers, mais aussi des entrepreneurs et des startup tech, des fintech, et cela à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain, qui, eux, sont enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leur comportement. Alors, cette expérience, on la partage aussi à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. C'est vrai que la période est un petit peu exceptionnelle, mais hors période Covid, nous offrons des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, majoritairement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne, bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Juste avant de commencer, je voudrais m'attarder sur le projet que nous avons lancé récemment. Nous avons lancé le Hub de la finance digitale. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hub? C'est un site web 100% francophone, 100% collaboratif et 100% axé sur la finance digitale. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'il y a beaucoup d'outils et beaucoup de matières qui existent concernant la finance digitale, mais très souvent, elle est éparpillée sur différents sites et en anglais. Et le but de cette plateforme, c'est véritablement de fédérer le contenu et vous offrir du contenu diversifié, que ce soit des études de cas, des blogs, du matériel de formation, des vidéos, des infographies, des calendriers d'événements à ne pas rater. Et plus récemment, il y a quelques semaines, on a lancé une plateforme, une dernière partie qui s'appelle le Lab et qui est véritablement une section qui est dédiée à l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème des startups et des fintech. Le but du jeu, c'est véritablement de vous fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème
afin de favoriser l'échange, les échanges de bonnes pratiques et les rencontres en ligne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette plateforme. Je suis ravie de vous répondre dessus. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce que la plateforme est gratuite. Et le but, c'est vraiment qu'on s'y retrouve tous et faire grossir le réseau. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et vous l'approprier. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais laisser la parole à mon collègue Bokar afin de vous faire sa présentation sur le paysage FinTech au Sénégal. Merci à tous. Merci Rebecca. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ces périodes difficiles. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. MSC a mené une étude sur le paysage des FinTech dans 6 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo RDC, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le webinaire de ce jour mettra en relief les résultats de l'étude effectuée au Sénégal et présentera également les opportunités dont disposent les FinTech au Sénégal pour contribuer à l'inclusion financière. Il faut noter que les rapports de ces études sont disponibles sur nos différents sites web que vous pouvez consulter à tout moment. Notre webinaire se déroulera comme suit. Nous commencerons par une présentation au cours de laquelle nous évoquerons en premier lieu la situation de l'inclusion financière, les contraintes et opportunités des services financiers digitaux au Sénégal. Ensuite, nous identifierons les caractéristiques et contraintes des FinTech au Sénégal. Et enfin, nous listerons quelques recommandations pour accompagner les FinTech dans leur développement. À l'issue de la présentation, nous aurons un entretien avec M. Jay, cofondateur de l'Association des FinTech du Sénégal, et ses collaborateurs, qui partageront avec nous leur perception de l'écosystème FinTech du Sénégal et leur expérience. Nous terminerons ce webinaire par une série de questions et réponses pour nous permettre d'approfondir le débat. Comme je l'ai signifié plus haut, l'équipe francophone de MSC a conduit une étude sur l'écosystème des FinTech dans 6 pays francophones de mai à octobre 2019. L'objectif principal de cette étude était de comprendre le rôle que les FinTech peuvent jouer dans l'accélération de l'inclusion financière. L'étude a porté donc sur les trois questions clés de recherche que vous voyez à l'écran. Cette étude aborde tout d'abord les principales caractéristiques de l'inclusion financière, les contraintes et opportunités liées aux services financiers digitaux et donne un aperçu des secteurs des FinTech chacun des pays étudiés. Ensuite, elle synthétise les principales conclusions concernant l'écosystème de soutien qui se compose des 4 piliers clés suivants: l'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration et le cadre politique et réglementaire. Et enfin, l'étude formule un certain nombre de recommandations clés pour orienter les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers le prisme des FinTech au Sénégal. L'inclusion financière commence par les paiements, qui servent de passerelle vers d'autres services financiers tels que l'épargne, le crédit et l'assurance. Pour améliorer l'inclusion financière, il est primordial de comprendre nos clients et leurs besoins afin de développer des services qui créent de la valeur pour ceux-ci, conduisant ainsi à une meilleure adoption de ces produits. Ce tableau ici de la base de données Findex nous montre les indicateurs de mesure de l'inclusion financière. Voyez-vous, en 2019, 50 millions de subsahariens ont ouvert un compte de mobile money, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à 2018 et porte le nombre total d'utilisateurs à 469 millions dans la région. On estime que 181 millions d'entre eux sont des utilisateurs actifs. En Afrique subsaharienne, la moyenne des adultes disposant d'un compte de mobile money est de 43%. On a encore du chemin à faire. Au Sénégal, selon la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, seul un Sénégalais sur 5 possède un compte bancaire. À l'opposé, l'activité du mobile money continue à croître. En effet, selon les chiffres du Findex,
32% de la population dispose d'un compte de mobile money et 40% ont déjà effectué ou reçu des paiements digitaux. Ceci est révélateur. Au Sénégal, les opérateurs de téléphonie mobile ont fait une bonne sensibilisation avec un taux d'activité de 54% selon la GSMA, qui contribue à une forte adoption de services financiers digitaux. La croissance impressionnante de l'inclusion financière au Sénégal au cours des dernières années a été principalement due au mobile money et aux services bancaires d'agents. Le message est clair, l'avenir du secteur financier est digital. Malgré ces points positifs, nous constatons du côté de l'offre un gap de 65% en termes de déficit de financement des MPME, qui peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment l'absence de données, le caractère informel, mais surtout des offres de services et produits financiers qui ne répondent pas aux besoins et attentes de ces MPME. Cela est d'autant plus vrai pour les MPME du secteur agricole. Comme vous le savez, en 2018, l'agriculture représentait 20% du PIB et employait plus de 50% de la population active. Il est important de se focaliser sur ce secteur pour assurer la stabilité macroéconomique et sociale en incluant ces personnes dans le secteur financier formel. D'autre part, nous remarquons aussi que malgré l'inégalité d'accès entre les plus pauvres et les plus riches, le développement du mobile money a tendance à combler cet écart. Des possibilités de digitalisation existent et pourraient contribuer à améliorer les situations de tout un chacun. Les fintechs pourraient jouer un rôle majeur pour l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, la digitalisation seule ne peut pas être la solution. Aujourd'hui, peu de gouvernements ont une pensée pour les fintechs lors du développement de stratégies nationales. Pourtant, elles pourraient jouer un rôle significatif dans l'inclusion financière. Pour les populations non bancarisées, si on ne résout pas le problème du manque d'outils adaptés et des compétences nécessaires, la fracture numérique s'aggravera. Ces 5 points méritent une meilleure compréhension de la part des acteurs de l'écosystème pour améliorer l'inclusion financière. Nous constatons au niveau du OTC, over the counter, c'est-à-dire les transactions au guichet ou point d'agent. On sait tous que les agents jouent un rôle important dans l'inclusion financière, surtout au dernier kilomètre. Nous constatons souvent la non-ouverture d'un compte de mobile money. La personne se présente uniquement pour effectuer une transaction, faire un retrait d'un transfert reçu par code, par exemple. Donc, la prestation de services de transaction mobile par agent soulève un certain nombre de questions, car elle pourrait limiter l'évolution des produits, réduire la rentabilité des fournisseurs et favoriser les transactions non enregistrées qui représentent ou qui présentent un risque en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le second point, c'est la barrière de la langue. Il est important de tenir compte des faibles niveaux d'alphabétisation des populations. Le taux d'analphabétisme est de 54% au Sénégal, dont 62% de femmes. C'est une population de 15 à 16 millions, selon les derniers chiffres. 2, c'est de voir la possibilité d'avoir les termes et conditions écrits dans les langues locales, ou de faire recours aux agents OTC qui peuvent jouer le rôle de support. Troisièmement, les MPME. Malgré que ceci constitue le noyau économique d'un pays, on remarque souvent des produits non adaptés aux besoins de ces MPME-là. Un manque de données pour évaluer leur capacité de remboursement qui limite leur possibilité d'avoir accès au financement. Le quatrième point, c'est l'abordabilité. Le coût d'Internet et le taux de couverture sont des choses à prendre en considération. 64% de la superficie du Sénégal est desservie par les infrastructures des télécommunications.
Or, les fintechs utilisent des applications mobiles qui nécessitent des données, ce qui constitue un frein pour servir certaines populations. Mais cependant, il faut reconnaître que le Sénégal a quand même un taux de couverture assez élevé par rapport à la sous-région, avec un taux de pénétration des services Internet de 83,47%. Les fintechs sont proposés pour élargir l'accès aux services financiers dans les communautés rurales, à mesure que le nombre de succursales bancaires diminue. Mais les communautés rurales pauvres ont un accès limité aux connexions Internet à haut débit requises pour les fintechs. Le dernier point, c'est la jeunesse. Au Sénégal, 58% de la population est connectée à Internet selon l'ANSD et 48% des 15-25 ans utilisent Facebook tous les jours. Ce taux d'utilisation élevé est le signe que la technologie numérique fait partie de la vie quotidienne des générations post-millénaires. Nous remarquons souvent une mauvaise compréhension du service et une absence de besoins perçus de cette catégorie. Nous remarquons aussi un manque d'éducation financière. Les jeunes, ils représentent la moitié de la population, donc les fintechs doivent ou sont dans l'obligation de concevoir des services et produits pour ce segment. Ce que nous retenons ici, c'est que l'usage des solutions fintech contribue à améliorer la conception des comptes de transaction et des produits de paiement, à les rendre omniprésents et à améliorer l'expérience et la sensibilisation des utilisateurs. Passons maintenant à l'écosystème des fintechs du Sénégal. L'émergence des fintechs au Sénégal s'effectue dans le contexte d'un écosystème entrepreneurial numérique très petit mais dynamique. La moyenne d'âge des fintechs est de 4 ans. Ces fintechs sont souvent lancés ou créés par des ingénieurs en informatique qui n'ont pas forcément des compétences en gestion financière. 13% des startups fintech ont été fondées ou cofondées par des femmes, ce qui est au-dessous de la moyenne globale. Parmi ces femmes, on retrouve Madame Dia, fondatrice de la fintech Wallam, que vous apercevez à votre droite. La majorité des fintechs, en réalité, fonctionnent sous fonds propres et déplorent la difficulté de lever des fonds auprès des investisseurs qui sont plus tentés de financer durant le stade embryonnaire. Ainsi, de nombreuses fintechs ou startups fintech ont du mal à lever des fonds nécessaires pour sortir de la phase de démarrage. De plus en plus, des investisseurs font leur entrée, mais ceux-ci sont encore novices et ne connaissent pas bien le marché sénégalais. Il faudrait reconnaître que le Sénégal est le premier pays francophone, 8e au classement général en termes d'investissement. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, qui se situe aux alentours de 110%, une population jeune, ainsi qu'une couverture Internet qui s'améliore, tels sont des catalyseurs du développement des fintechs. Lors de notre étude, nous avons identifié 24 fintechs opérationnels. La majorité se concentre sur le paiement et quelques-unes sont en expansion dans la sous-région. Le modèle d'affaires principal est le B2B et le B2C, qui s'explique toujours par le fait que l'acquisition de clients est coûteuse et également par le manque de moyens financiers des fintechs. Les fintechs n'offrent pas une diversité de services, ce qui représente un risque car les investisseurs pourraient penser à du copier-coller. Les fintechs se sont d'abord concentrés sur les solutions de paiement destinées aux MPME. Cependant, ayant compris la nécessité de diversifier leur offre, elles souhaitent aujourd'hui développer d'autres solutions telles que le crédit digital, l'épargne digitale, etc. Cependant, elles font face à des barrières réglementaires, juridiques et financières. Des pistes de collaboration sont en cours de développement entre les fintechs et les institutions financières pour offrir ces services de seconde génération.
Les applications mobiles et le cloud sont les technologies les plus répandues et utilisées par les fintechs au Sénégal. Grâce à cette petite cartographie des fintechs, selon leurs propositions de valeur, nous voyons, comme évoqué plus tôt, que la majorité des fintechs se concentrent sur le segment des MPME et que le secteur agricole n'est quasiment pas servi. Les entreprises dirigées par des femmes ne sont pas légion. Dans les secteurs de l'agriculture et du commerce, elles peuvent offrir une interface pour toucher plus d'utilisatrices. Alors, quels sont les défis et les opportunités pour les fintechs? Beaucoup de fintechs n'ont pas atteint encore la maturité. Elles restent au stade embryonnaire et peuvent disparaître facilement. Les fintechs font face à de nombreux défis que nous pouvons citer, allant de la réglementation au financement et aux problèmes managériels. Nous mettrons l'accent sur les principaux défis liés à l'accès au talent et au renforcement des capacités. Parmi les défis majeurs rencontrés par les fintechs, l'on compte le manque de mentors expérimentés et le manque de compétences en matière de gestion d'équipe et d'entreprise. La plupart des startups fintech sont créées et gérées par des hommes ou des femmes inexpérimentés qui ne disposent pas de compétences entrepreneuriales et n'ont pas la fibre commerciale. Ils n'ont pour la plupart, pas été confrontés à des problèmes réels dans le monde des affaires. Ce sont de brillants informaticiens, on le reconnaît, mais une entreprise ne se limite pas à ses produits ou services, ni à la technologie. C'est toute une organisation, c'est du management et du savoir-faire. Au vu des challenges auxquels se heurtent les fintechs, il est important de trouver le bon équilibre et de renforcer les acquis en interne avant de vouloir lancer ces activités. La création de plus de programmes de mentorat par des personnes expérimentées apparaît comme une solution pour les aider à renforcer leurs compétences en management et en gestion d'équipe. Une fois ces défis adressés, encore une fois ces défis adressés, les facteurs externes comme le cadre réglementaire et juridique, les financements et autres peuvent être analysés et discutés. Arrivé à ce stade, je donne la parole à Elisabeth pour la suite. Merci de votre attention. Ok, merci Bokar. Ok, donc comment les fintechs et les startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? Donc, nous avons assisté à une prolifération des pôles technologiques, d'incubateurs, d'accélérateurs qui ont été utilisés comme mécanisme pour engager la communauté des startups à tester de nouvelles idées. Les chances d'obtenir du financement et créer des emplois sont plus élevées pour ceux qui reçoivent le soutien de l'écosystème. Il existe un besoin pour la création des incubateurs et accélérateurs spécifiques aux fintech soutenus par les entreprises privées. Avec plus de 50 facilitaires différents, dont la moitié représentée par les investisseurs, la diversification croissante des acteurs donne un indice d'un écosystème qui mûrit. Il y a toujours besoin de développer un réseau de mentors bien expérimentés en start-up et disposés à partager leurs connaissances sans attente de rémunération. Les collaborations, si on peut avancer s'il te plaît, peuvent être mutuellement bénéfiques. Les startups fintech ont accès à de nouveaux marchés et des capitaux, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités innovantes et un avantage concurrentiel. Au Sénégal, on voit le manque de cohésion de l'écosystème qui est centré plus dans le capital. On note aussi le manque de financement des incubateurs qui limite la qualité de leur offre et ceci, c'est une bonne opportunité pour les bailleurs.
La puissance des partenariats ne doit jamais être sous-estimée. Lors de nos entretiens différents avec des acteurs de l'écosystème, la question de partenariat ou collaboration est toujours mise sur la table. Quels que soient les acteurs historiques ou les fintechs, tous les deux estiment que les partenariats sont essentiels pour garder une longueur d'avance sur un marché encombré. S'associer aux meilleures entreprises spécialisées dans un créneau permet de gagner du temps et des ressources, d'améliorer le délai de mise sur le marché des produits et d'accélérer la courbe d'apprentissage de l'entreprise. L'absence de réglementation des fintechs, ces derniers sont obligés de nouer des partenariats avec des institutions financières. Donc, si on donne un exemple concret, c'est l'incapacité des microfinances de mettre la monnaie électronique, ce qui limite leur capacité de s'associer avec les fintechs pour toucher les populations aux revenus faibles et moyens. Le plus grand défi relevé par notre étude au Sénégal, c'est l'aspect réglementaire, qui est considéré un frein à l'innovation. Donc, les obstacles perçus par les fintechs peuvent être regroupés en 3 points. Donc, dans les infrastructures, on voit les défis d'accès à l'électricité, accès à l'Internet et le code USSD. Donc, au Sénégal, malgré la libéralisation de l'accès de code USSD, il est toujours difficile pour les fintechs d'y accéder, ce qui constitue un obstacle majeur parce que la couverture Internet dans les zones rurales, comme Bokar a mentionné, reste limitée. Dans le cadre réglementaire, les fintechs hésitent à offrir de nouveaux produits ou services en raison de manque de régulation. Des risques de sécurité, par exemple, liés aux plateformes traitant un important volume de transactions, ce qui empêche leur possibilité à servir les populations non bancarisées. Et dans l'environnement, on voit la fiscalité non avantageuse. Et dans les opportunités perçues par les fintechs, plusieurs initiatives ont vu récemment jour pour parler des fintechs et leur capacité à favoriser l'inclusion financière des populations, ce qui constitue un bon début, car les initiatives ou discussions permettant de sensibiliser les acteurs de l'écosystème et de positionner les fintechs comme moyen aux complémentarités pour faire avancer les choses. Le projet d'interopérabilité de la BCA aussi s'est perçu comme un grand push et favorisera la réduction des coûts et la mutualisation des efforts. Et M. Dier va parler peut-être après pour apporter plus de précision sur cela. Finalement, le Startup Act, qui était très attendu par l'écosystème sénégalais, ouvre le droit à une série d'avantages et d'incitations structurées aux startups et aux entrepreneurs. Quelles sont les opportunités pour l'amélioration de l'inclusion financière par les fintechs? Dans le marché sénégalais, nous observons certains points, tels que malgré le niveau élevé de sensibilisation aux services financiers digitaux, le taux d'adoption est faible en raison du manque de propositions de valeur solide. Le manque de fiabilité des documents comptables par les PME veut dire que les banques sont parfois incapables d'évaluer la probabilité de défaut des projets. Les produits financiers sont souvent mal conçus pour servir les zones rurales et les économies fondées sur l'agriculture, qui se caractérisent par les risques liés aux conditions météorologiques et aux produits de base ainsi que les fluctuations saisonnières des revenus. Donc, les fintechs, avec leur capacité disruptive, peuvent contribuer à répondre aux besoins du marché et réduire les coûts. Donc, quelques exemples de ça. On intègre les fintechs aux stratégies nationales d'inclusion financière et d'alphabétisation et d'éducation financière en proposant des solutions vocales et en langue locale. L'utilisation des données alternatives pour le crédit aux PME et au secteur agricole en particulier chez les femmes. Les outils permettent la digitalisation des états financiers des PME et des agriculteurs et de favoriser la remise directe au destinataire final des prestations sociales en espèces à la numérisation générale des processus administratifs de l'État, donc le G2P.
Donc, quels sont les points à retenir? Pour les entrepreneurs, il y a un bon réservoir de développeurs au Sénégal, mais ils ont besoin de monter leurs compétences en matière de gestion d'équipe et d'entreprise et le manque de connaissances sur la manière d'élaborer le provisionnel des activités réalistes. Dans les pitchs, il faut être capable de communiquer à une vision long-termiste et il faut être confortable de parler de la finance, ce qui est contre la culture locale. Il faut rejoindre une association pour avoir une voix et la cohésion dans le secteur. Pour les incubateurs, il faut se concentrer sur l'introduction des réalités de l'esprit d'entreprise et fournir un soutien à un large éventail des entreprises. Il faut se concentrer sur la fourniture et la mise en relation et inventer des pairs et des mentors et nouer un bon partenariat et lever les montants nécessaires pour franchir les étapes clés, surtout dans cette période de COVID-19. Pour publier les leçons prises avec les incubateurs dans le sous-région, parce qu'on voit qu'on est au Sénégal, on est en expansion dans la sous-région, et partager les résultats des cohortes pour susciter l'intérêt des investisseurs. Pour les grandes entreprises, il faut faciliter la collaboration entre les startups et vous. Examinez attentivement vos objectifs pour vous engager avec les startups et aussi encourager vos équipes à devenir des mentors ou embrasser l'innovation ouverte. Pour le gouvernement, il faut continuer le dialogue avec les acteurs de l'écosystème et impliquer les fintechs dans la digitalisation et l'inclusion financière. Il faut créer les incitations fiscales pour augmenter les investissements dans le financement des démarrages par les business angels ou dans les fonds d'investissement étrangers. Et aussi, il faut investir votre temps afin de mieux comprendre l'écosystème des startups. Et finalement, pour les donateurs, il faut investir dans l'éducation entrepreneuriale, promouvoir les success stories pour stimuler l'entrepreneuriat et soutenir les pôles d'innovation des incubateurs et les accélérateurs. Okay. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je redonne la parole à Boka pour la suite. Pardon, je pense que c'est Rebecca. Non, je reprends la parole. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Mais avant de passer à la section questions-réponses, nous nous entretiendrons avec M. Jay et ses collaborateurs de l'Association des FinTech du Sénégal. Bonjour M. Jay et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Boka et merci à Microsave. Allez-y. Merci à Microsave donc d'avoir organisé ce webinaire et donc de nous avoir restitué les résultats de l'étude qui a été menée donc dans les 6 pays, y compris le pays qui nous concerne aujourd'hui, le Sénégal. Très bien, merci à vous. Pourriez-vous vous présenter? Oui. Voilà, donc moi je suis Pape Mbaye Dieye, économiste financier. Je dispose de plus de 21 ans dans la transformation digitale, la banque, la microfinance, les systèmes de paiement. Donc, juste pour rappel et pour mémoire, j'ai été le premier directeur général du Centre de traitement monétique interbancaire qui a donné naissance donc au GIM-IEMOA et qui a permis donc de mettre en place l'interbancarité régionale dans les 8 pays avec plus de 120 banques que nous avons connectées à Visa et à Mastercard. Donc, à l'époque, on parlait d'interbancarité. Aujourd'hui, on parle d'interopérabilité. OK, donc, comme je vous disais, donc, passionné de la transformation digitale et de la promotion de l'inclusion financière, donc en Afrique de l'Ouest, en particulier sur le continent en général. Alors, je continue de travailler sur toutes les questions liées au développement des fintech, à la promotion de l'interopérabilité, aux enjeux de la collaboration stratégique entre l'industrie bancaire et celle des MNOs dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière. Donc, j'ai fondé Emerodia, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine de la banque et de la microfinance, de la transformation digitale, et qui regroupe une équipe de consultants pluridisciplinaires, certifiés et hautement qualifiés, donc dotés de plus d'une quinzaine d'années d'expertise dans les domaines aussi divers que variés. OK, donc j'ai travaillé au niveau du groupe Ecobank et BICIC où j'avais été
donc patron des applications bancaires, de la monétique et du mobile money, où j'ai travaillé sur des projets avec Airtel et donc MTN. Au niveau du groupe Cofina, où on a lancé beaucoup de produits, y compris Cofina Startup House, l'incubateur de Cofina à l'époque. Et puis, par la suite, donc, j'ai travaillé au niveau, comme je le disais, donc, du groupe Ecobank, où nous avons déployé plusieurs services. OK. Et là, actuellement, je suis administrateur, donc, dans le conseil d'administration du groupe UBA, donc, qui est dans 22 pays. Et donc, administrateur spécialisé dans les questions de transformation digitale dans le board donc, de UBA. Okay? Donc, grosso modo, de façon ramassée, voici donc, ce que je peux dire concernant mon profil. OK? Et puis ma biographie. Très bien, merci beaucoup. On ne peut pas contester votre degré d'expertise ou votre niveau d'expertise en la matière. Mais rapidement, pouvez-vous nous présenter l'association, de nous dire le but de sa création, le nombre de membres et plus particulièrement en termes de femmes et de jeunes? OK. Voilà. Alors, nous avons monté l'association des FinTech du Sénégal. Alors, nous n'avons pas encore trouvé de nom véritablement parce que nous avons brainstormé sur en fait l'acronyme qu'on devrait utiliser. Mais pour le moment, ce n'est pas encore figé. C'est juste l'association des FinTech Startup du Sénégal. Et donc, nous avons mis en place depuis notre réunion du 5 mars, donc juste avant l'avènement du Covid. Et donc, c'est une association qui véritablement a été montée pour permettre l'interface donc, avec le régulateur et l'autorité, véritablement faire le plaidoyer des FinTech pour leur émergence, être un cadre de dialogue et d'échange entre les FinTech et les principaux partenaires. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de membres, donc composés de cadres de FinTech et de banques, de fondateurs de startups et de consultants. OK. Grosso modo, les objectifs que nous poursuivons à travers cette association sont de constituer et de tenir un annuaire des FinTech et startups sénégalaises, de prospecter et de fidéliser les membres, d'identifier et de valoriser les FinTech et startups prometteuses en leur apportant une valeur ajoutée internationale. OK, régional et international d'abord, faire la promotion du women's entrepreneurship et de l'égalité du genre dans le cadre du développement de l'écosystème numérique. C'est un point très intéressant et très important que nous souhaiterions promouvoir. Voilà, accélérer la croissance des projets sénégalais innovants dans les divers secteurs de l'économie et capitaliser sur la dynamique locale, comme vous l'avez dit. OK, voilà, de façon globale, en résumé. Voilà. Très bien, excellent. En fait, quels sont les projets de l'association dans les 6 prochains mois? Donc, vous travaillez sur quel genre de projet? Alors, je laisserai peut-être après les autres collègues compléter, mais les 6 mois qui suivent, nous ferons le focus sur le maillage et le dialogue avec les institutions. Nous avons besoin aujourd'hui d'être plus visibles et de massifier l'association. OK? Donc, ce qui nous permettra de mieux attaquer les problématiques des FinTech, les problématiques du moment que vous avez soulevées dans le cadre de votre étude. Vous voyez? OK? Et donc, nous avons actuellement un projet en cours, donc en termes de planning sur les 6 derniers mois de l'année 2021, parce que comme vous le savez, avec le Covid, ça nous a un peu perturbé, mais le programme n'est pas encore ficelé et nous avons un réseau de partenariats, notamment Ecobank, notamment des compagnies d'assurance avec qui nous travaillons pour mettre sur pied un programme qui va se caler sur le reste de l'année. Voilà, sur, disons, 4 à 5 mois avec un forum qui permettra de réunir tout le monde, mais également de réunir les acteurs de la place pour discuter de certains sujets. Comme vous le savez, bon, la BCEAO aussi nous a invités récemment à travailler avec elle sur son projet de sandbox. Donc là aussi, nous allons contribuer à ce projet. Et véritablement, avec les acteurs que nous avons autour de nous, nous allons essayer d'apporter en tout cas, notre participation ou en tout cas nos actions pour vraiment pousser le secteur. Parce que le secteur a besoin d'être assisté, le secteur a besoin d'être poussé pour qu'on en tire les
les meilleurs profits. Effectivement. Effectivement. Donc, de bonnes choses sont à venir. Voilà. On verra bien, le futur nous dira. Avec votre partenariat, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous, on est toujours là. On est toujours là. On est là pour ça. Ouais. En fait, le Sénégal se démarque des pays de la sous-région et se positionne comme un hub de la fintech ou du digital en général. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Ok. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est devenu un point d'évidence en matière de digital. Quand on regarde vraiment un certain nombre de facteurs que nous vivons, par exemple, si on regarde au niveau de la politique, le plan Sénégal émergent, par exemple, définit l'économie numérique comme l'un des principaux piliers de la croissance inclusive et durable. OK? Ensuite, on a la stratégie numérique Sénégal 2025 qui a l'ambition de porter la contribution du numérique au PIB à 10% en 2025 contre 6% en 2016. OK? Il y a également la stratégie nationale de cybersécurité Sénégal 2022, ou un document de politique qui a été produit et qui identifie les risques liés à la sécurité et les moyens à utiliser pour leur éradication au niveau national. Vous avez également le cadre donc légal, je dirais, au niveau des télécommunications, avec bien sûr des facteurs qui nous permettent aujourd'hui de dire que avec les infrastructures de télécommunications que nous avons, elles sont les plus développées en Afrique de l'Ouest et détenues par 5 acteurs majeurs. Les 3 opérateurs, vous les connaissez, Sonatel, Tigo, Expresso. Mais il y a également l'ADIE qui fait du bon travail, la Société nationale d'électricité également. Il y a un fort taux de pénétration du téléphone mobile, vous l'avez dit dans votre étude. Bon, l'Internet, en termes d'utilisation, bon, progresse, même si des efforts restent à être déployés. Également la 4G qui fonctionne. Nous avons aussi de bonnes écoles qui forment en fait des talents. Et je pense que nous sommes dans un cadre vraiment favorable au développement de l'économie numérique. Et si vous ne voyez pas d'inconvénients, peut-être je pourrais également laisser mes collègues Daouda, Fatima et Ahmed, si vous êtes connectés, si vous pouvez compléter. Mais grosso modo, nous avons vraiment le cadre favorable pour développer, en tout cas, ces startups et fintech avec l'environnement des affaires, l'existence d'infrastructures télécom, avec une couverture Internet pratiquement partout au Sénégal. Voilà. Très bien. Très bien. Oui, pas de souci, mais j'aimerais bien vous poser la question et je pense que Daouda aussi, ici présent avec nous, pourra compléter. C'est la question sur le projet d'interopérabilité. Vous avez eu à y travailler. Qu'est-ce que c'est exactement et comment cette interopérabilité va-t-elle contribuer au développement des fintechs et améliorer l'inclusion financière? OK. Alors, c'est vrai que c'est un terme que nous avions abordé depuis 2005, lorsque j'étais, comme je vous le disais, au niveau du CTMI UOMOA, du GIM UOMOA. À l'époque, nous parlions d'interbancarité. C'était parce que nous avions une carence certaine au niveau de la place bancaire. Vous avez une carte d'une banque X, vous ne pouviez pas retirer au niveau d'une banque Y. Donc, c'était un véritable problème. Nous avions donc monté une plateforme qui aujourd'hui connecte l'ensemble des banques de l'UOMOA, à tel point qu'un porteur de carte peut utiliser l'ensemble des distributeurs automatiques de billets et des terminaux de paiement donc, dans la région. Après, effectivement, il a fallu aborder la question de l'interopérabilité avec la cohabitation de plusieurs systèmes. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des systèmes d'émission, de distribution de monnaie électronique, avec des interfaces qui sont intégralement connues et qui sont prêtes à fonctionner avec d'autres systèmes existants ou futurs et à partager des informations. Et c'est dans ce cadre que l'interopérabilité s'inscrit, puisque c'est une plateforme qui permet d'effectuer des opérations entre, par exemple, je donne un exemple concret, 2 comptes d'opérateurs différents. Vous avez Orange Money, vous avez Free Money. Donc, avec l'interopérabilité, les 2 wallets pourront communiquer. Avec des distributeurs d'opérateurs différents, des points Tigo et des points Cash Out Orange Money. Donc, avec l'interopérabilité, vous avez un wallet donc de Tigo. Vous pourrez aller au niveau des points Cash Out de Orange Money pour faire des retraits. Vous avez des comptes, 2 types de comptes différents, comme par exemple le compte bancaire, le wallet to bank, le bank to wallet. Donc, véritablement,
Cette interopérabilité crée une sorte de bridge entre tous les systèmes existants et développe et élargit davantage l'espace de paiement et l'espace d'utilisation des services financiers digitaux, en y intégrant l'ensemble des PSP, en y intégrant l'ensemble des switches, en y intégrant l'ensemble de la communauté des institutions de microfinance, l'ensemble des banques, l'ensemble des MNOs. Donc, vraiment, tous les payment service providers qui sont habilités à offrir des services de paiement pourront se connecter à travers cette plateforme et permettre, en tout cas, de façon vraiment très objective et indépendante, l'utilisation des services de la plateforme par tout utilisateur. Très bien. Très bien, de bonnes choses s'annoncent. Monsieur Dem ou Madame Fatima, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Bonjour, donc moi c'est Daouda Dem, je suis un collaborateur de M. Dieye dans le cadre de l'association. Donc juste pour l'interopérabilité, il faut rajouter que comme on parle d'interopérabilité aussi, c'est comme une mutualisation de tous les systèmes. Et aujourd'hui, la Banque centrale voudrait aujourd'hui donner ce système centralisé à Jim Iomura. Parce que c'est comme une continuité de ce qui existe actuellement avec l'interbancaire, le système interbancaire. Tout à fait. Effectivement. Donc, et pour cela, comme il y a des acteurs, donc il y a au moins des points clés auxquels ils doivent s'accorder. C'est comme les critères d'adhésion, donc c'est les règles de participation, c'est par exemple les règles de vote qui doit voter et sur quel format, et aussi le format et le traitement des transactions, parce qu'il y a des transactions, donc il faut tous s'accorder sur ce format-là, et aussi la résolution des litiges qui sont liés à ces transactions. Tout à fait. Donc, c'est en grosso modo des points auxquels ils doivent s'accorder. Et comme il y a aussi compensation, il doit y avoir aussi indemnisation entre les parties. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais apporter par rapport à ça. Et en plus aussi, pour finir, par rapport à l'interopérabilité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça démocratise et ça donne une libéralisation des fintech par rapport à ces acteurs-là. Parce que la fintech qui naît aujourd'hui, la fintech qui naît aujourd'hui a le même poids, par exemple, que le grand opérateur qui est là depuis 20 ans. Parce qu'ils partagent leur même plateforme. Donc, ils partagent aussi, effectivement, la même plateforme et la même clientèle. Donc, la différence, ça sera peut-être quel service je vais donner, par exemple, à mon wallet que l'autre ne donne pas à son wallet. Donc, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dem, pour l'ajout. Je vais reposer une autre question. Pensez-vous que la FinTech, en fait, va démocratiser l'accès aux services financiers ou augmenter les inégalités? Bon, alors, oui, Daoud, oui, qui va répondre? Non, vas-y. Voilà. Moi, je crois que ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'il va libéraliser les services financiers en les dématérialisant. Je donne juste un exemple aujourd'hui. Un vieux paysan qui se trouve dans son champ, au fin fond de Kédougou, à 600 km de Dakar, peut avoir accès à un crédit juste avec son téléphone. Quelque chose qui n'existait pas avant les fintech. Donc, c'est cette lutte-là pour l'inclusion financière qui va faire de telle sorte que la fintech va démocratiser l'accès aux services financiers, surtout numériques. Parce que quand on parle aussi de fintech, c'est vraiment les services financiers numériques. Donc, je vais donner à M. Dieye d'ajouter quelque chose. Voilà, tout à fait. Alors, Daouda, au niveau, effectivement, si on prend les services classiques financiers aujourd'hui, il y a une véritable limitation en termes d'utilisation. Parce que, comme vous le savez, il y a une forte population qui est en dehors du système financier classique. Donc, que viennent faire les fintechs? Les fintechs viennent un peu créer la disruption dans cette utilisation des services financiers en libéralisant, mais également en facilitant l'accès à ces services. Aujourd'hui, vous voyez par exemple plusieurs fintechs qui travaillent sur
des applications de tontine, sur des applications de transfert ou même de gestion de comptes. Donc, aujourd'hui, c'est véritablement un apport positif en termes de démocratisation, de libéralisation, mais également en termes de tarification, parce que forcément, quand ces fintechs vont arriver par rapport au système de pricing qui existe actuellement, elles vont devoir s'adapter à cette nouvelle clientèle. Donc, pour répondre à votre question, véritablement, elles vont participer à démocratiser, à promouvoir l'inclusion financière, en fait, des classes qui étaient véritablement exclues. Très bien. Étant donné qu'on devrait passer aux questions-réponses, on va prendre une dernière question. Et la dernière question, c'est à la suite, en fait, de la publication de nos rapports, et je parle du rapport du Sénégal en particulier, avez-vous d'autres recommandations pour le court et le long terme à formuler pour le bon développement des fintechs? Alors, j'ai un point que je n'arrête pas de mettre sur la table, mais pour le moment, je pense que les régulateurs n'ont pas encore compris. C'est véritablement mettre en place un système de KYC numérique. Parce qu'aujourd'hui, KYC numérique, mais adossé à un système de référent unique derrière. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, quand vous prenez des pays comme l'Inde, par exemple, ou même au Nigeria, le référent unique qui vous identifie au niveau de vos services financiers classiques est aujourd'hui le même qui vous identifie au niveau de vos services financiers numériques. Donc, ça permet de faciliter en fait l'inscription du client, mais ça permet également de tracer les transactions du client, notamment au niveau du blanchiment d'argent et autres, comme les banques centrales souhaitent surveiller ce point. Mais surtout, ça permet en fait de renforcer davantage la sécurité en termes d'utilisation des services financiers digitaux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si un Pape Dieye a un référent XYZ, XYZW ou X, on sait que s'il fait une transaction, on sait que c'est lui qui est derrière cette transaction-là avec ses caractéristiques démographiques, sociales et autres. Donc, ça permet vraiment, même pour tous les opérateurs, pour tous les autres service providers qui veulent onboarder ce client, c'est un onboarding système très facile puisque c'est juste sur la base du référent unique que le client sera identifié et sera attaché au système. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette façon de faire en termes comment dirais-je encore, d'utilisation en fait de la base clientèle, mais également la démocratisation de l'USSD. Parce que l'USSD est aujourd'hui le monopole, reste encore le monopole des opérateurs. C'est encore cher. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, une transaction code USSD coûte 25 francs. Imaginez par exemple un client qui se permet tous les jours de demander dans la journée de demander 10 consultations de solde. Ça veut dire 10 fois 50, ça fait 500. La transaction n'est même pas encore arrivée. OK? Bien que certains opérateurs ou certains wallets vous mettent un système où lorsque vous faites une transaction, immédiatement, le solde est positionné. Mais d'autres ne le font pas. Donc, si le client se met à demander son solde avec 50 francs pour chaque transaction, vous voyez ce que ça coûte. Et c'est toujours le monopole comment on appelle ça encore, des opérateurs. Ensuite, le troisième point, c'est sur la réglementation par rapport à l'émission de monnaie électronique. Heureusement que la Banque centrale a mené tout récemment une opération de consultation des acteurs sur les conditions d'adaptabilité ou d'adaptation, en tout cas, de cette instruction 2015, donc 2005, 015, je pense, pour voir est-ce que c'est toujours adapté au contexte du développement des transactions numériques. Et je pense que les acteurs sont en train d'y travailler et ça permettra encore davantage de promouvoir en fait l'environnement légal de la monnaie électronique. Peut-être laisser les autres s'ils ont des points à ajouter. Fatima, M. Dem. Oui. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour ce brillant exposé très enrichissant.
Bon, je pense que M. D et M. Dem ont vraiment complété et fait le tour. Bon, moi, tout ce que je tenais à ajouter peut-être, c'était le fait qu'on avait bien pu constater, surtout pendant la crise, qu'il y avait vraiment un besoin de dématérialiser les moyens de paiement avec l'avènement du e-commerce, les différents moyens de paiement électronique, Orange Money, Free Pay, etc. Enfin, Free Money plutôt. Tout Je à pense fait. que par rapport à ça. Et que donc, ça a prouvé que non seulement c'est un besoin, mais aussi que de plus en plus les gens, les institutions, les supermarchés, etc., on constate que les gens commencent à s'aligner. Et que ça, c'est très important que non seulement il y ait ces initiatives-là, donc d'avoir des fintechs, mais que aussi l'environnement autour de l'écosystème suive en proposant des solutions pour faciliter ces idées-là. Donc, c'est le cas, par exemple, pour des solutions dans la collectivité, dans, je sais pas, l'intégration de ces solutions-là dans les différentes structures, etc. Donc, c'est très important. Et le fait également qu'il y ait un customer education qui suive derrière pour permettre que cette inclusion-là soit rendue effective et qu'on puisse booster ce secteur-là. Et surtout, bon, en tant que femme, là je parle en tant que femme, c'est le fait que les femmes aujourd'hui fassent partie des apporteurs de solutions dans ce domaine. Je tenais juste à mettre ça en avant. Et donc, du coup, c'est ça. Merci encore. J'espère que j'ai pu contribuer d'une façon ou d'une autre. Merci. Et je suis membre de l'association des FinTech. Tout à fait. Merci, Fatima. Merci à vous. Merci, Fatima. Juste ajouter peut-être, Bokar, un dernier point aussi sur l'éducation financière. Elle est très importante parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les FinTech touchent une population quand même assez, je dirais pas fragile, mais qui n'avait pas accès au système financier classique, donc qui va devoir apprendre à utiliser, même si cette population est déjà outillée pour utiliser WhatsApp et autres, mais quand même cette éducation financière derrière pour l'utilisation des diverses des applications de finances digitales qui existent sur le marché. Parce que c'est vrai que on peut s'inscrire pour utiliser une application X, Y, Z, mais derrière, il n'y a pas cet accompagnement-là pour vous expliquer, vous, clients, qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, même en termes de complaints, quand vous avez comment on appelle ça, des réclamations à faire, bon, voilà, on ne sait pas où, à qui s'adresser, auprès de qui s'adresser pour envoyer les réclamations parce que vous avez fait un transfert qui pas à la bonne personne, vous avez fait une mauvaise manip, etc., etc. Bref, cette éducation financière pour expliquer davantage l'utilisation de ces applications digitales. Très bien. Merci beaucoup, M. Jay, pour vos réponses claires et succinctes. Passons sans plus tarder aux questions et réponses. Rebecca, tu as la parole. Merci, Bokar. Merci à tous les intervenants. Alors, nous sommes en effet prêts à passer à la partie questions-réponses. Merci à tous pour vos questions. Il y a beaucoup de questions. Pour ceux qui souhaitent encore en poser, vous pouvez toujours en poser dans la boîte de chat, dans la section des questions sur le côté droit de votre écran. Mais malheureusement, on a déjà dépassé un petit peu de temps. On va essayer de prendre un maximum de questions. Et celles auxquelles nous n'aurions pas le temps de répondre, nous le ferons par suivi de mail. Alors, je prends tout de suite la première question. La première question étant... Alors, j'aimerais savoir, selon vous, qui des FinTech ou du gouvernement devrait démarrer la mise en place d'une réglementation pour accélérer la transformation digitale dans les pays africains? Bokar, est-ce que tu veux prendre cette première question? Oui, je la prends. Merci Rebecca. Mais je pense qu'on t'a un peu perdu dans... On n'a pas entendu la fin de la question. Est-ce que tu pourrais reprendre la question? Ah, pardonnez-moi. J'aimerais savoir, selon vous, qui des FinTech ou du gouvernement devrait démarrer la mise en place d'une réglementation pour accélérer la transformation digitale dans les pays africains? Ok, très bonne question. Est-ce qu'on parle de réglementation pour les FinTech? Donc, je vais aller sur ce volet-là.
Maintenant, quand on parle du gouvernement, on parle de qui? Est-ce qu'on parle de l'État? Est-ce qu'on parle de la Banque centrale? Est-ce qu'on parle d'une autorité étatique? Je pense que les fintechs, en tout cas dans la zone francophone, n'ont pas attendu qu'il y ait une réglementation pour pouvoir commencer leurs activités. Donc, et elles ont eu cette petite astuce-là de commencer et d'aller à la fin toquer à la porte des régulateurs. Donc, si on doit mettre en place une réglementation, je pense qu'elle doit commencer par les deux côtés, c'est-à-dire beaucoup plus de dialogue. Et en fonction du dialogue, on doit mettre en place une réglementation qui, à mon avis, doit être assurée par la Banque centrale qui est en charge de réguler tous les aspects financiers et éviter aussi qu'il y ait une multitude de réglementations que j'évoque, par exemple, si on parle de USSD, qu'on ne fait pas recours à la RTP, même si on fait recours à la RTP, que ce soit aussi inclus dans la réglementation des fintech. Si on parle de signature électronique, que la fintech ne va pas aussi aller essayer de voir au niveau des règles établies par l'ADIE au Sénégal concernant le dispositif de la signature électronique. Donc, toute une question de dialogue, mais à mon avis, ça doit commencer par le régulateur. Et les fintechs vont, au fur et à mesure, soit aller sur des sandbox, soit continuer à approfondir le dialogue pour mettre en place aujourd'hui une réglementation. Donc, ce n'est pas l'État. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner l'innovation, c'est de mettre en place un écosystème favorable au développement. C'est, comme on a dit tantôt, au niveau d'école des actions, c'est d'essayer de voir par quels moyens ils peuvent apporter un certain financement aux acteurs du numérique. Voilà. Merci Bokar. Est-ce que Monsieur Dieye, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Je fais le maître du temps. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui. Allô, oui, voilà. Alors, juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce que Bokar vient de dire, effectivement, bon, les fintechs n'ont pas attendu les gouvernements pour démarrer. Mais par contre, les gouvernements doivent accompagner ces fintechs. Et là, on le voit à travers les Startup Act, par exemple, qui sont en train d'être mis en place par les gouvernements. Le Sénégal l'a fait, le Mali va le faire bientôt. Je pense que d'autres pays l'ont commencé ou vont commencer à l'instaurer. Mais toujours est-il que le régulateur va se réveiller et la Banque centrale actuellement est en train de réfléchir sur une réglementation pour les fintechs, parce qu'il y a une réglementation pour les banques, pour les microfinances. Maintenant, il faudrait aussi mettre sur pied une réglementation pour les fintechs en collaboration avec les ARTP. Et je pense que ça va arriver. Allô? 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 Merci beaucoup pour votre... Oui. Voilà. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà. Alors, question suivante. Quels sont les différents régimes d'impôts appliqués aux fintech au Sénégal? Donc, peut-être qu'Elisabeth peut commencer à répondre. Quels sont les différents régimes d'impôts appliqués aux fintech au Sénégal? OK, donc récemment, on a passé une nouvelle règle qui exonère les startups et les nouvelles sociétés d'impôts minimum forfaitaire et de contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Donc ça, c'est uniquement pour les sociétés qui étaient créées soit cette année ou qui étaient lancées en 2019. Donc encore une fois, c'est un impôt minimum forfaitaire. Donc ça, c'est pendant 3 ans. L'exonération des contributions forfaitaires de la charge de l'employeur et la suppression minimum de la perception de 500 000 francs en matière d'IMF et la réduction de, combien? C'est 25 à 10 000 CFA des droits d'enregistrement pour la création des sociétés. Et avec le Startup Act, donc, ils ne sont pas tous en place, mais il y a d'autres éléments qui vont arriver pour les startups qui existent déjà. Monsieur Daye, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ça?
Allô, je pourrais intervenir, c'est Daouda. Oui, Daouda. Allez-y, Daouda. Merci. Juste pour souligner qu'il y a aussi une incompréhension par rapport même au niveau des acteurs, parce que je donne juste un exemple aujourd'hui. Est-ce qu'un EME, un établissement de monnaie électronique, s'il fait des opérations, est-ce qu'il doit payer une TVA ou bien est-ce qu'il doit payer une TAF, service sur les activités financières? Ça, je crois qu'il faut vraiment que les régulateurs puissent vraiment faire comprendre ces concepts-là ou bien ces notions, ces termes aux acteurs pour qu'on puisse savoir exactement on est dans quelle situation. Aujourd'hui, par exemple, il y a des agrégateurs qui ne savent pas exactement qu'ils doivent qu'ils doivent payer des taxes sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire des TVA, mais pas sur les activités financières. Parce qu'en quelque sorte, en background, ils ne font pas d'activités financières. Ce sont comme des commerçants qui achètent en gros et qui revendent. Mais parce que c'est ça aussi la spécificité du statut même d'un agrégateur. Donc, je crois que ce sont c'est une activité de formation fiscale même qu'on doit impliquer au niveau de l'écosystème pour faire comprendre ces termes-là. OK, merci Daouda. Oui, et ça souligne aussi cette importance d'avoir ce dialogue parce que ça met une grande frein sur l'innovation parce qu'on a beaucoup de questions et donc les dialogues avec les gouvernements sont importants. Oui, je voulais juste ajouter à ce que Elisabeth et Daoud ont déjà dit, hein, mais peut-être pour citer l'article 8 du Startup Act, qui dit que donc toute start-up enregistrée ou labellisée bénéficie de mesures incitatives dans les conditions prévues par la présente loi. Et ces mesures prescrites selon la réglementation en vigueur concernent l'octroi d'avantages douaniers et sociaux, l'octroi de garanties en vue de l'obtention de crédit, l'octroi direct de financement public ou privé, la mise en place de mesures favorables à l'investissement, la facilitation de l'accès à la commande publique, la mise en place de mesures de renforcement des capacités de la start-up. OK? En plus de celles que Elisabeth a citées. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été proposées et qui facilitent davantage, en fait, l'insertion des startups dans le secteur. Allô? Merci beaucoup. Allô? Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la question suivante, peut-être que Fatima, vous pouvez répondre à celle-ci. Comment pensez-vous que les banques et les opérateurs de télécommunications dominants affectent actuellement l'environnement réglementaire? Qu'est-ce qui empêche même de petits développements ou changements au niveau de la réglementation de l'écosystème? Oui, bon, je ne sais pas si je suis vraiment habilitée à répondre à la question. Mais en tout cas, donc, comme j'ai dit, je pense qu'on joue chacun un rôle déterminant, même qu'on ne soit pas une banque ou un opérateur, etc. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Dans mon cas, par exemple, je fais partie d'une start-up qui fait dans la transformation digitale et qui propose une solution de connectivité. Donc, je pense que chacun dans son secteur doit attaquer le problème à sa façon, y apporter une solution. La connectivité, c'est un problème. L'accès à peut-être ces plateformes-là, le customer education, comme Monsieur D en parlait tout à l'heure. Aussi que voilà, les institutions intègrent ça, que ce soit les opérateurs aujourd'hui qui se lancent aussi dans le domaine, que ce soit les banques qui doivent aussi intégrer ça à leur façon de travailler. Je pense que chacun dans son secteur est habilité à apporter sa pierre à l'édifice. Bon, je sais que la réponse est simple. Non, Fatima, c'est bien dit, mais juste pour compléter, pour dire que l'activité des fintech a un impact sur l'économie réelle. L'économie réelle, mais aussi l'économie financière. Et c'est à partir de là que le régulateur, la BCAO, intervient. Parce que
quand même, il peut y avoir un risque systémique sur les fintechs. Donc, il faut les réguler. Il peut y avoir un risque systémique lié aux services financiers digitaux. Les services financiers digitaux impliquent les opérateurs, tout comme les banques, les microfinances et autres. Donc, il est nécessaire quand même, comme on touche le secteur financier, il est nécessaire qu'on mette en place une réglementation, mais qu'elle soit claire et qu'elle puisse promouvoir l'innovation. C'est tout ce qu'on demande aux régulateurs. Mais qu'il n'y ait pas de contraintes de développement de nouveaux produits, contraintes pour pousser l'innovation, mais plutôt qu'on mette en place une réglementation transparente, incitative par rapport à l'innovation, mais également qu'elle permette de vulgariser et de démocratiser davantage l'utilisation des services financiers digitaux dans toutes les conditions de risque et de sécurité, de mesures de risque et de sécurité possibles. C'est ça qui est important aujourd'hui et je pense que c'est ce que la Banque centrale est en train de mettre en place. Merci beaucoup. Ouais, si je peux juste rajouter pour conclure, en fait, ce que M. Jay vient de dire, en fait, il faudrait juste respecter le libre jeu de la concurrence. Tout à fait. Donc voilà. Tout voilà pour résumer voilà, les paroles de Fatima et de M. Jay. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. La question suivante est sur l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité va-t-elle faire baisser les frais élevés supportés par les utilisateurs du mobile money? Daouda, tu veux y aller ou pas? Allô? Allô? Bon. Allô? Oui, oui. Oui, je vais essayer de répondre à ça parce que lorsque j'énumérais les points d'accord sur lesquels les acteurs doivent s'accorder, il y a le format des traitements des transactions. Et quand on parle de ça, il y a aussi des protocoles de fixation de prix. Et j'ai dit aussi que c'est une continuité de ce qui existe actuellement avec Jim Iomoa dans l'interbancabilité. Donc, cela veut dire, voilà, aujourd'hui, quand vous avez une carte Jim Iomoa et que vous allez dans ATM, dans un gap Jim Iomoa, il n'y a pas de frais, par exemple. Donc, c'est vraiment de pouvoir harmoniser les frais de transaction entre acteurs. Donc, il faut aussi pouvoir s'accorder sur tout ce qui est, parce qu'il y a des frais qui vont, il y a des charges qui vont se casser. C'est comme des charges. Allô, Daouda, on te perd là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. C'est bon. bon. Oui, je vais répondre dans l'affirmative pour dire que forcément, cette interopérabilité aura un impact donc, sur les tarifs parce qu'on est dans un environnement plus ou moins où la plateforme, l'infrastructure sera commune à tous les acteurs, mais derrière, il y aura une value proposition à développer pour les différents clients qui vont utiliser la plateforme. Si aujourd'hui, par exemple, un nouvel opérateur arrive avec un nouvel wallet et veut offrir des services à une plus grande partie de la clientèle et sans qu'elle peut proposer des prix plus intéressants, elle le fera pour capter le maximum de clientèle. Parce que tout simplement, tous les clients vont regarder les différentes propositions de services qui seront proposées par-ci et par-là. Et à partir de là, le client choisira en fait l'opérateur qui répondra à ses aspirations en termes de prix, mais aussi d'offres. Donc, la value proposition, c'est en termes de service, mais également en termes de prix. Forcément, dans un environnement plus concurrentiel, comme on le disait tantôt. Quelqu'un va rajouter quelque chose? Daouda, Oui. votre micro. Allô? Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Non, c'était juste pour dire qu'il y aura vraiment un équilibre en termes de pricing avec une grille tarifaire qui est discutée déjà parce qu'il y a beaucoup de charges qui vont tomber pour pouvoir améliorer en tout cas l'équilibre dont je parle en termes de price. Parce que c'est une seule plateforme
Donc, et c'est une continuité de ce qui est actuellement en vigueur avec UEMOA. Merci beaucoup. Avant de passer à la dernière question, je suis désolée, j'aurais dû la poser avant, mais toujours sur l'interopérabilité. Est-ce que cette interopérabilité exclut l'ouverture de l'USSD aux opérateurs qui ne sont pas des télécoms? Bon, pour répondre à la question, il faut déjà savoir que l'USSD, c'est juste un canal. Et ce canal-là n'est pas vraiment le centre, le noyau de l'interopérabilité. Maintenant, parce que l'interopérabilité, c'est vraiment des protocoles entre deux opérateurs ou bien entre plusieurs opérateurs. Que ça soit une banque, que ça soit un OTM, que ça soit une STA ou bien un wallet, un établissement de monnaie électronique. Donc, le canal qui sera utilisé, c'est juste un canal. C'est vraiment un outil. Mais ce n'est pas quelque chose qui va mettre en place, qui va définir en tout cas les règles. Mais c'est vraiment quelque chose qui existe maintenant, qui est déjà démocratisé ou bien semi-démocratisé quand on ne donne plus ce monopole-là aux opérateurs qui le font actuellement. Donc, l'USSD, c'est juste un canal, mais ce n'est pas un service ni un produit. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, cette interopérabilité va fonctionner avec un système d'interface. Donc, des protocoles seront définis dans le cadre des règles de connectivité, ce qui fait qu'un opérateur X qui veut se connecter à la plateforme devra respecter les règles d'interfaçage qui seront mises en place. Maintenant, sur le canal USSD, comme le dit Daouda, c'est un canal parmi d'autres canaux alternatifs. Par contre, bon, la BCEAO également avec l'ARTP, les ARTP travaillent aussi dans le cadre de la démocratisation de cette technologie qui, en fin de compte, n'est qu'un canal parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça, quoi. Mais ils travaillent à plus ou moins démocratiser donc cette utilisation et je pense qu'on arrivera un jour à une utilisation peut-être gratuite, parce que là, on est arrivé à 25 francs. Peut-être qu'un jour, l'ARTP dira, écoutez, mettez tout sur la table parce que, voilà, vous allez tirer, vous allez y gagner, tout le monde va y gagner, d'autant plus que vous avez une base clientèle beaucoup plus développée, surtout, je parle des opérateurs, et que vous pourrez profiter encore davantage de cette base clientèle. Vous voyez. Donc, je pense que c'est une évolution qu'il faudra prévoir dans le futur. En termes de réglementation. Merci pour ces précisions, merci beaucoup. On a vraiment beaucoup dépassé, mais je voudrais une dernière question pour clôturer cette session, ce webinaire. Je m'excuse d'avance auprès de tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. On y répondra par mail, on fera le suivi par mail juste après. Alors, la dernière question est un petit peu est liée à la conjoncture actuelle. Donc, sur le manque de financement des fintechs dans la zone avec la récession économique due au Covid, quel va être l'impact ou quel serait l'impact? Est-ce que peut-être que chacun, on peut faire un petit tour de table un petit peu pour conclure avec cette question? Est-ce que M. Diaye, vous voulez commencer et peut-être que MSC conclura? Vous pouvez reprendre la question parce que j'ai perdu des bouts là, s'il vous plaît. Oui. Donc, sur le manque de financement. Oui, Vous m'entendez? allez-y, parce que oui, ça Il y a un manque de financement des. Oui, donc il y a un manque de financement des fintechs dans la zone qui est en particulier dû à la récession économique entraînée par la Covid-19. Quel va être l'impact? Quel sera l'impact? Quel serait l'impact? Ok, alors par rapport au Covid-19, déjà il faut comprendre que le manque d'investissement n'est pas seulement lié au Covid-19, c'est lié au fait que certains investisseurs n'ont pas confiance à l'esprit ou au caractère sustainable de certaines fintechs. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez tous les investissements qui ont été plus ou moins faits sur les fintechs, c'est pratiquement dans les pays anglophones. Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, parce que effectivement, c'est des fintechs qui ont mis sur pied des solutions qui sont durables, des solutions qui donnent la confiance et qui
qui véritablement est géré par une bonne gouvernance, avec une équipe vraiment très talentueuse qui fait des performances. Mais le véritable problème que nous avons aussi au niveau de notre zone, c'est que nous avons trop souvent des fintechs qui sont très fragiles en termes de gouvernance, très fragiles en termes de visibilité, en termes de durabilité, avec des produits qui souvent ne font pas trop la différence par rapport à la demande. Donc, bref, c'est ça qui fait que quand vous voyez, par exemple, les investissements de Partech, mais c'est véritablement destiné vers ces pays-là. Maintenant, le Covid-19 est venu pour fragiliser davantage l'écosystème, avec bien sûr des financements peut-être qui étaient prévus et qui ne pourront pas être mobilisés à temps. Mais bon, je pense qu'il y a un niveau sur lequel on doit jouer, c'est comment faire en sorte pour mettre sur place ou en tout cas lancer des fintechs solides au niveau en fait produits et services, mais également au niveau de la gouvernance qui donne confiance à l'investisseur de mettre ses sous. Merci beaucoup. Elisabeth, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Je prends. Oui, vas-y, Boubacar. Je pense que monsieur Jay a évoqué un point très important, c'est qu'il y avait déjà un manque d'investissement avant même le Covid. Ce manque d'investissement a été expliqué, comme a dit monsieur Jay, par le fait que les fintechs ou certains fintechs ne sont pas bien organisés en interne et ils sont très fragiles. Donc le risque derrière est très élevé pour un investisseur qui veut venir mettre l'argent. Et le deuxième point, c'est aussi que les investisseurs ne connaissent pas le marché, en fait. Ils ne savent pas les réalités du marché. Le marché francophone ou le marché sénégalais, il est différent du marché kenyan ou du marché nigérien. Donc, ce sont ces critères-là qu'il faudrait déjà prendre conscience afin de pouvoir continuer à investir. Mais hormis, si je ne parle pas du cas du Sénégal, depuis l'arrivée du Covid, les investisseurs sont méfiants en fait des implications économiques de la pandémie. Les activités de financement ont connu un déclin important. Donc, non seulement les sociétés de capital risque ou de private equity, communément appelées capital investment, mais aussi de nombreux investisseurs mondiaux très actifs ont reporté de nouvelles opérations d'investissement jusqu'à ce que la situation se calme. Maintenant, quel serait l'impact sur nos fintechs aujourd'hui? Il faudrait une bonne gestion financière, trouver beaucoup plus de partenariats, appliquer des critères de résilience et resserrer les coûts. Donc, moi, c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Un dernier point, Rebecca, avant de tout, c'est que même pour faire une due diligence d'une fintech, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les informations même pour, je veux dire, faire cette étude de customer due diligence pour dire, ben, écoute, est-ce que c'est risqué ou est-ce que c'est pas risqué, parce que vous n'avez pas les éléments autour. En général, c'est des fintechs qui sont organisés de telle sorte que, bon, voilà, c'est un dirigeant qui a eu juste une idée, Bon, je ne parle pas maintenant d'autres fintechs comme style, par exemple, Wari, en fait, qui sont devenus maintenant des structures, InTouch et autres. Mais celles qui démarrent et qui veulent vraiment croître ont ce problème-là. Rebecca, juste pour compléter, je te laisse après conclure, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de compétences en interne, le manque de personnes expérimentées, le manque de mentors. Si je prends le cas de InTouch ou de SeedPay, par exemple, au Sénégal, je vais prendre le cas de SeedPay. SeedPay, aujourd'hui, travaille avec un cabinet fiduciaire qui gère tous ces aspects financiers. Lui, c'est un informaticien, il ne s'y connaît pas, mais il s'est bien entouré. C'est pour cela, aujourd'hui, son activité est sur la bonne voie. Donc, il est sur la bonne voie. C'est le cas aussi aujourd'hui de InTouch, qui, dans son capital, il n'y a pas que InTouch, il y a d'autres sociétés, grands groupes, qui ont de l'expérience sur tout ce qui est gestion, management, etc. Donc, ce sont ces aspects-là qu'un investisseur va regarder en premier. Hormis la scalabilité, hormis les profits ou le taux de croissance ou le retour sur investissement que la FinTech pourrait dégager, c'est de voir est-ce que cette FinTech-là peut me mener à bien une activité
sans pour autant que je mette mon argent. Donc voilà, pour ajouter, c'est ce point-là. Ok, je pense que je suis la dernière. Ok, juste comme M. l'a mentionné, donc il y a beaucoup plus d'investissements dans les pays anglophones. On peut aussi voir que nos pays sont plus petits. Donc, et c'est pour ça qu'on va toujours avoir cette difficulté. Et c'est ça la nécessité de faire des partenariats et de collaborer. Donc, avec l'arrivée de l'interopérabilité, et j'espère avec le COVID, donc on avait fixé une date de juin juste pour la première étape. Il faut que ça avance plus rapidement puisqu'on a besoin plus de partenariats et de penser plus à une approche régionale, parce que pour attirer l'investissement, ça sera difficile quand nous sommes un pays petit. Mais malgré tout ça, comme tous les panélistes ont mentionné, nous ne sommes pas encore prêts pour les grands investissements à ce stade-là, parce qu'il faut qu'on améliore déjà nos finances, notre façon de gérer les entreprises, et c'est ensemble avec les mentorats et avec les partenaires, avec le secteur privé que déjà on peut augmenter ses compétences et d'avoir suffisamment suffisamment de parcours pour montrer que voilà, ce projet peut être en marche. Une autre chose, une grande différence qu'on voit avec les pays anglophones et avec les pays francophones, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert de partager les détails en zone anglophone. Et on a cette réticence parce qu'on a peur que les gens vont copier notre modèle d'affaires, on ne veut pas partager les finances. Et ça, c'est une grande contrainte vers les investisseurs. Donc, il faut comprendre quelques idées des pays anglophones, mais avec le COVID, il faut penser plus large que nous. Nous sommes tous dans le même banc. Et donc, pour avoir le plus de sociétés qui va servir que cette période de crise, il faut des partenariats. Rebecca? Merci Elisabeth, merci à tous. On arrive à la fin de notre session, on va largement à la fin. Désolée d'avoir tiré sous la corde, mais merci à tous pour ces échanges assez riches et toutes ces mises en perspective. Encore une fois, je m'excuse pour toutes les questions qui sont restées sans réponse, mais nous y répondrons par mail. Cette dissémination était la première, c'était la première dissémination pour le rapport pays. On va continuer notre petite série. Vendredi, nous avons la dissémination concernant le paysage des fintech en Côte d'Ivoire et suivront les pays restants qui sont le Togo, le Bénin, le Mali et la RDC. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous inscrire aux prochaines sessions des webinaires. Donc, on vous enverra, vous pourrez retrouver l'enregistrement par mail et sur notre site internet, et vous verrez également les liens à nos différents rapports. Voilà, merci encore de nous avoir écoutés, merci pour votre temps et prenez soin de vous. Merci à vous, merci à tout le monde, et bon après-midi, bonne soirée pour ceux ou celles qui sont en différence de temps plus élevée. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.